déposer une demande de restitution tout en accompagnant le gouvernement. Est-ce que vous pouvez le faire, donc accompagner par exemple les populations et aller faire aussi une demande de restitution? En tant que directrice du Musée national de Lubumbashi, je dirais non. Pourquoi? Le Musée national de Lubumbashi dépend de l'Institut des musées nationaux du Congo. Donc nous avons un directeur général. Nous ne pouvons rien entreprendre qui ne vienne de la hiérarchie ou qui n'ait l'approbation de la hiérarchie. Et même le directeur général tel qu'il est, il dépend du ministère. Et le ministère dépend de la haute hiérarchie. Donc tout part de la tête. Lorsque la tête décide, donc d'État à État on décide, en ce moment-là, ça remonte au niveau des autres institutions. Et c'est plus facile maintenant pour le musée d'accompagner, mais nous, quand on entreprendre, ça on ne peut pas le faire, on n'a pas mandat. Vous n'avez pas mandat de le faire? Oui. Prof, vous voulez rajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à la demande officielle de restitution des objets d'art ou des restes humains. En fait, au départ, Madame la ministre voulait écrire directement à son homologue belge qui s'occupe de la question, mais après débat, nous avons dit que s'agissant d'une question sensible et complexe, qui a des implications non seulement culturelles, mais aussi juridiques et diplomatiques, il fallait commencer par une note d'information au Conseil des ministres. Et c'est ce qui a été fait. Madame la ministre a soumis la question, a soumis une note d'information au Conseil des ministres pour sensibiliser toutes les autorités au sein du Conseil des ministres. Et après qu'ils aient été sensibilisés, elle a été autorisée à poursuivre le processus. Et nous avons en même temps transmis un projet de demande officielle à Madame la Première ministre pour qu'elle saisisse son homologue belge pour faire une demande officielle de restitution. Mais ça traîne quand même, ça fait 2 ou 3 semaines. C'est ce que nous avons fait un rappel. Et nous avons demandé que notre ministre demande à la PEMS, si elle n'est pas disponible, qu'elle soit autorisée, elle, à faire une demande officielle. Donc c'était une question de procédure administrative simplement. Mais ce qui est vrai, c'est que le gouvernement de la RDC est décidé à aller de l'avant sur la question et à faire une demande officielle pour que les restes humains soient restitués. Ce n'est pas une question de négligence. L'engagement politique est là. Au départ, les gouvernements, beaucoup de ministres n'avaient pas toutes les informations. Il fallait que les experts puissent recueillir toutes les informations et sensibiliser les autorités politiques. Maintenant qu'ils aient reçu toutes les informations techniques, ils sont même étonnés d'apprendre qu'il y a des crânes humains en grand nombre qui traînent dans les musées, dans les laboratoires ici en Belgique. Une autre information, c'est quoi? C'est que la question ne concerne pas seulement la Belgique, parce qu'il y a 7 squelettes Mouti à l'Université de Genève. Et sur cette question, il y a la commission dirigée par le professeur Igomo qui a fait une mission à Genève. Et là, ça avance très vite parce qu'il y a eu un accord qui a été signé et que très bientôt, ces 7 squelettes humains pourront rentrer rapidement à Kinshasa. Mais il y a aussi les États-Unis d'Amérique avec les cas emblématiques de Otabenga. Otabenga, c'est un pygmée qui avait été déporté aux États-Unis. Il est des Suches pygmées. Et il a été exposé aux zoos de New York au début du XXe siècle. Et il est décédé aux États-Unis. Mais avant sa mort, il disait toujours qu'on le ramène dans son pays. Bring me back home. Bring me back home, c'était la déclaration de Otabenga. Et il y a un comité Otabenga qui est installé à Virginia University aux États-Unis, qui est composé des Afro-Américains et des certains Congolais, qui travaillent sur la restitution des restes humains de Otabenga vers la RDC. Et au niveau de la présidente de la République, il y a un point focal qui travaille sur la question avec le ministère de la Culture et des Arts. Ce comité est arrivé à Kinshasa, on a fait un atelier sur la question de la restitution des restes humains de Otabenga. Mais il y avait des conditions préalables aux États-Unis. Il fallait qu'on fasse un test ADN supplémentaire qui identifie effectivement le corps parce qu'il a été enterré à côté de son maître. Comme il était de taille pygmée, on a vu qu'il y avait deux cadavres, donc des restes depuis, et que l'autre était plus petite que celui du maître. Maintenant, on va faire les tests ADN de ces restes humains. Et après, le gouvernement de l'État fédéré, là où il a été enterré, et de l'État fédéral pourront prendre des décisions qui s'imposent et on pourra avancer. Donc on y travaille. Donc pour nous, c'est une question de
pas seulement une question de relations bilatérales avec la Belgique. Nous travaillons sur ces questions-là partout où nous pouvons retrouver les restes humains qui ont été exportés de manière illicite. Nous faisons la réclamation. Donc le processus est vraiment en cours. On y travaille. Donc, pour la demande officielle, je voudrais vous rassurer, si la PEM autorise la ministre, elle peut aller rapidement. Si elle-même elle veut envoyer, elle va l'envoyer rapidement, très rapidement, rassurez-vous. Il y aura une commission interministérielle qui va travailler sur les questions pour voir quel est le lieu de mémoire qu'on va désigner très rapidement, pour que tous les restes humains qui viendront de l'étranger soient enterrés là-bas dignement, que ça devienne un grand lieu de mémoire, que ce soit à Kinshasa ou dans les provinces. C'est une question qui est en cours de discussion. La commission interministérielle qui reprendra les affaires étrangères, la culture, la justice, les affaires foncières, va se mettre très bientôt en place et va prendre des décisions sur toutes ces questions. Merci. Ok, d'accord. Au fait, j'en reviens quelque part à ma première question, quand je vous ai posé la question de savoir l'état des lieux juridiques. Parce que ici, ils disent que ils veulent faire, il faut qu'il y ait une loi pour restituer. Et d'ailleurs, la ministre Matz a dit que son cabinet, son administration, était occupée à écrire une loi pour la restitution des dépouilles humaines. Alors, au niveau du Congo, est-ce qu'on attend qu'il y ait une loi ou ce sont des accords qu'on prend entre État et État? Comment est-ce que vous voyez ça? Nous, au niveau de la commission, lorsqu'on faisait des discussions avec le point focal belge, on a fait des discussions 2 fois, on leur a dit clairement que pour la RDC, il s'agit, parce que dans le projet d'accord bilatéral qui a été soumis à la République démocratique du Congo, il était simplement question des objets d'art. Alors que du côté de la RDC, on a estimé que les débats ne devraient pas seulement s'arrêter aux objets d'art, ils devraient se poursuivre aussi pour les archives et les restes humains. Parce que la commission a mandat de discuter de la restitution de ces 3 catégories objets entre guillemets, mais des objets d'art, des archives et des restes humains. Alors, en dehors de toute législation, lorsqu'il y a la volonté politique, on peut signer un accord bilatéral et très rapidement passer à l'exécution, ne serait-ce que pour les restes humains. Pour les objets d'art, l'accord a été accepté par la partie belge. Mais ce qui pose problème, c'est la partie liée à la réparation. Parce que la RDC avait souhaité que, s'agissant des questions qui rappellent un passé colonial douloureux, il fallait qu'on discute aussi des questions de réparation. Malheureusement, la partie belge a éludé la question liée à la réparation pour des raisons que nous ignorons. Et maintenant, nous continuons des discussions. Maintenant, il y aura 2 options. Est-ce qu'il faut lever une option pour qu'on fasse un accord bilatéral séparé qui s'arrête aux objets d'art et continuer des discussions sur les 2 autres aspects, c'est-à-dire sur les archives et les restes humains? Ça ne dépend pas des experts que nous sommes, ça dépend de l'autorité politique qui devra prendre la dernière décision. Mais en notre humble avis, on n'a pas besoin d'une loi spécifique pour cela. C'est une question de valeurs éthiques. On peut avancer et trouver des solutions, ne fût-ce que pour les restes humains. Parce qu'avec la partie suisse, on est allé très vite. L'université de Genève a accepté de rendre les 7 squelettes moutis et le gouvernement suisse a été saisi. La chargée d'affaires de l'ambassade suisse a été sensibilisée. Elle a pris contact avec le cabinet de la ministre de la Culture et des Arts à Kinshasa pour aller visiter les lieux provisoires où on va transférer ces squelettes humains afin qu'ils aient vers un lieu de mémoire. Alors nous nous posons la question de savoir pourquoi ça fait beaucoup de procédures avec la partie belge, ne fût-ce que pour les restes humains. Parce que pour la Suisse, ça n'a pas posé problème. Mais pourquoi ça doit continuer à poser problème pour la Belgique? Est-ce que c'est les rappels négatifs du passé colonial qui posent problème avec des questions psychologiques, ou bien c'est la peur de la réparation qui pose problème? Mais à notre avis, nous attendons la position officielle du gouvernement, mais en tant qu'experts, nous anticipons, nous réfléchissons à haute voix sur ce genre de questions. Parce que nous sentons qu'il y a beaucoup d'hésitation au niveau de la partie belge. Même aux États-Unis avec Otabenga, ça ne pose pas de problème. On veut simplement identifier les corps et après, on pourra demander au gouvernement de la RDC de s'occuper du transfert de ces restes humains pour qu'ils soient enterrés dignement à Kinshasa ou dans son lieu d'origine. Merci. Merci, professeur. Alors, je ne sais pas s'il y a le prof Ibongo ou Thierry Lusinga qui est en ligne. J'aurais des questions.
pour eux. Patrick? Ils ne sont pas. Ok, d'accord. Donc je vais continuer avec Maman Nicole. Maman Nicole, le prof Nganzi vient de parler de réparation. Et je trouve ça très intéressant parce que la réparation est une question humaine. Alors vous, en tant que directrice de musée, vous accompagnez les populations concernées. Vous les éduquez et vous les informez aussi de ce qui se passe et vous expliquez aussi comment les choses se sont passées. Alors, est-ce que le processus que Kinshasa est en train de mettre sur pied pour récupérer les dépouilles de nos ancêtres, est-ce que vous faites le même travail avec la population, les peuples concernés par rapport à ça? Parce qu'ils ont certainement beaucoup de questions à vous poser. Quand est-ce que ça va rentrer? Est-ce que vous entamez quelque chose? Donc, est-ce que vous êtes comme, je dirais, vu que vous éduquez, donc vous êtes un petit peu comme le porte-parole de ces populations? Il est vrai que nous sommes comme leur porte-parole, mais seulement dans notre processus d'éducation, on n'en est pas encore au processus de rapatriement. Lorsque vous êtes au pays, vous êtes face à ces communautés, face à la population qui est à Lubumbashi. Vous vous rendez compte que la population se désintéresse aux œuvres d'art, d'une façon générale. J'ai suivi là-bas, on parle du christianisme, on parle de la religion en fait. Cette religion éloigne la population de la tradition. Alors le premier rôle que nous nous sommes assignés est celui de ramener d'abord les populations, être proches de cette tradition, se sentir fiers d'être ce qu'ils doivent être. Non pas qu'ils disent que non, ce sont des fétiches, entre guillemets, en fait, c'est ce qui se dit. Et quand on dit que ce sont des fétiches, on est réticent. Et donc, ça ne sert à rien de parler rapatriement tant qu'il y a une certaine réticence au niveau de la population. Alors, notre rôle consiste à faire rentrer dans leur tête que la tradition n'était pas si mauvaise que ça. Et leur dire, voilà, quels sont les bienfaits. Bien sûr, il n'y a pas que des bienfaits par rapport à la tradition. Donc, on sait dire qu'il y a le bon, il y a le mal. Alors cette population, au travers de nos contacts, nous leur donnons l'historique d'abord, et nous leur disons qu'il y a ça, et nous leur disons que voilà, les valeurs là, elles étaient vraiment des bonnes valeurs dans la société. Du moment que ça rentre dans leur tête et qu'ils acceptent, c'est plus facile. Au deuxième tour, donc il y a tout un processus. Lorsqu'on va parler rapatriement, ça sera plus facile et ils comprendront. Donc notre rôle pour le moment, c'est de ramener la population à la tradition, être proche de cette tradition. Parce que nos enfants ne connaissent rien, ne vous en faites pas. Même ceux qui sont au Congo, ils sont comme ceux qui sont ici en Belgique, très loin de la tradition. Et ça ne leur dit rien parfois. Mais quand ils viennent visiter le musée, quand ils voient ce qui se passe, alors ils se disent, ah, c'était donc ça, c'était quand même bien. Et en simulant, en mettant les Mboudiela qui viennent danser, et prochainement, on va même simuler des scènes d'initiation. Comme ça, ils vont comprendre ce qu'il en est. On va dire que ces masques-là jouaient un rôle. C'était des masques fonctionnels. Mais la question qu'ils nous posent, c'est de savoir, si maintenant ces masques viennent dans nos maisons, est-ce que ça va jouer la même fonction? Déjà, c'est dans la maison. Mais maintenant, que dire des masques qui sont dans d'autres musées lorsqu'ils reviennent? Ils vont jouer les mêmes fonctions. Donc, on est encore au niveau de faire rentrer la culture dans la tête des gens, de faire en sorte qu'ils se sentent africains, traditionnels, tout en étant bien sûr sur la voie de la modernisation. C'est ça. D'accord, mais vous n'avez pas peur que, parce que c'est toute une mentalité, c'est tout un système qui est entré dans la vie de nos peuples. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils puissent prendre mal le retour des ancêtres? Qui n'ait pas peur? Parce que moi j'ai déjà entendu certaines réflexions du genre c'est de la sorcellerie, ça va nous amener de la malédiction. Vous voyez, parce que c'est quand même un système. Est-ce qu'il ne faut pas trancher en tant que scientifique, en tant que responsable? Faudrait un moment trancher où il faut attendre que la population accepte non seulement sa tradition, son histoire, mais son identité, parce que c'est son identité. L'identité part de cette préparation. C'est ça d'abord le début de l'identité. Quant à dire que quand ça va venir, ça peut être une malédiction, ça c'est un autre processus.
où nous devons peut-être commencer par les responsables des églises, je pense. En commençant par les responsables des églises, ils sont plus influents que nous. Quand eux auront compris, ils vont transmettre aux fidèles, ça sera plus facile. Et nous pourrons maintenant intervenir en ce moment-là. Mais puisque nous n'en sommes encore pas au problème de rapatriement des restes humains, j'entends le professeur dire que voilà, il y a quand même les pygmées, les 7 individus de Genève qui vont nous revenir. Là aussi, c'est un processus qui est allé très vite parce qu'on est passé d'institution universitaire à une autre institution universitaire. J'ai été la première à voir ces restes-là. Lorsque je suis arrivée, franchement, premièrement, j'étais très choquée. Quand juste on m'a donné le processus, on a dit qu'on l'a fait bouillir, on a blanchi les os, j'avais la chair des poules, je n'ai pas osé toucher ces individus-là. C'est mon collègue qui les touchait, je n'osais pas. Alors si on me dit que ces individus vont revenir, mais c'était dans un camp scientifique, si vous les enterrez, donc la notion première disparaît aussi. On pourrait garder les deux notions, scientifiques et peut-être enterrer d'une façon symbolique 2 individus ou 3. Et puis continuer la mission scientifique. Ça, c'est pas interdit. Donc ça, on peut le faire. Alors, pour la préparation de la population par rapport au rapatriement des restes humains, quand ça sera le moment, comme je vous l'ai dit, on commencera par les pasteurs, les prêtres, et puis finalement, nous-mêmes, en tant que scientifiques au niveau du musée, nous allons nous engager, bien sûr, avec l'approbation de la direction générale. Ça, nous le ferons. D'accord. Donc, moi, je trouve ça très bien parce que je vois que vous, en tant que scientifique, vous faites vraiment un travail pédagogique, spirituel, et vous accompagnez vraiment le peuple à pouvoir comprendre ce que je pense qui est très très bien. Vous êtes un acteur très important dans le processus de la restitution. Donc, maintenant, on pourrait... Donc, il y a une personne qui est en ligne, là? Aïcha, ok. Aïcha Dramé, qui est en ligne. Oui? Elle nous entend? Elle nous entend? Oui. Maman Aïcha Dramé, vous nous entendez? Je vous entends très bien. Voilà, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc nous sommes tous très contents de vous accueillir ici même en vidéoconférence au Musée des Sciences Naturelles. Donc moi j'aimerais que vous vous présentiez, vous dites qui vous êtes. Je sais que vous êtes directrice du centre de Waza. Qu'est-ce que vous faites réellement et quel est votre rôle dans le processus de la restitution? On n'entend pas. Madame Aïcha Dramé, vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez? Non. Hein? Non, elle n'en... Ok. Elle n'entend pas? Non? Ok. D'accord. Alors, moi, je vais me tourner alors pour ne pas faire des plans dans le programme, donc vers le prof Théodore Nganzi. Alors, professeur Théodore, la restitution, ce n'est pas seulement une question étatique, juridique, c'est aussi une question humaine. Et je pense que Maman Nicole a beaucoup parlé de ça, de l'accompagnement et de l'aide pédagogique qu'ils apportent aux populations concernées pour se réapproprier de leur identité. Alors, vous, en tant que directrice... Ah, il y a quelqu'un? Allô? Oui, je termine la question. Oui, je suis courant. Je suis de retour. D'accord. Je finis la question et puis après je vous reviens. Alors, professeur, l'accompagnement que le musée de Lubumbashi entreprend avec les populations et tout, est-ce que le ministère les accompagne ou lui ne fait que... Parce que
c'est bien beau d'aller demander, de faire toutes les démarches qu'il faut faire au niveau étatique et tout, il n'y a pas de souci. Mais cette question concerne tout d'abord les populations. Alors, qu'est-ce que, en tant que directeur de cabinet, qu'est-ce que vous faites pour accompagner les personnes comme Maman Nicole pour qu'ils puissent, ah oui, je sais que c'est un petit peu dérangeant, pour les aider dans ce processus qui n'est pas très facile parce que Maman Nicole a parlé de pasteurs, de croyances, de religion. Donc c'est toute une population qu'il faut convaincre. Donc ce sont des mentalités qu'il faut régénérer, qu'il faut... il y a des dogmes qu'il faut faire tomber. Et donc c'est vraiment... C'est un travail faramineux et ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, le ministère, qu'est-ce que le ministère fait pour ça? Merci. En fait, dernièrement, nous avons visité le musée de Lubumbashi pendant le festival à Mani. Nous avons réalisé une visite au musée. Nous travaillons avec tous nos musées. En termes d'accompagnement, nous avons vérifié l'état de réserve de ces musées et même des infrastructures du musée de Lubumbashi. Et nous avons fait rapport à notre ministre qui a transmis le même rapport à la primature, donc chez la première ministre, en termes d'infrastructure et en termes d'appui. Nous savons que les budgets provinciaux de nos musées sont limités. Donc même s'ils ont des programmes intéressants, ils ont quelques difficultés pour financer ces programmes par rapport au budget de l'État, parce que les procédures budgétaires et administratives sont encore lourdes. Nous en sommes conscients. Alors pour contourner cette difficulté, nous avons discuté pour voir comment on peut aller vers un PPP, un partenariat public-privé, avec les sponsors locaux. Encore que là-dessus, comme ils sont un musée provincial, c'est-à-dire qu'ils dépendent de l'Institut des musées nationaux du Congo, il fallait que nous puissions intervenir pour leur donner une certaine autonomie, pour qu'ils puissent contacter au nom du ministère national les sponsors locaux, pour qu'ils puissent avoir les moyens directs de mener leur campagne comme elle a proposé. Et c'est en discussion. Nous sommes en train d'y travailler avec les directeurs généraux de l'Institut des musées nationaux du Congo pour voir comment on peut les aider. Là où l'État ne peut pas débloquer les fonds directement pour appuyer les activités en province, comment ils peuvent travailler avec les sponsors locaux, les entreprises commerciales, en échange des activités publicitaires, ils pourront avoir les moyens de leurs actions. Donc voilà. Alors pour ce qui concerne cette campagne, il y a lieu de distinguer des catégories de produits. Il y a les objets d'art d'un côté, pour lesquels on doit faire une grande sensibilisation, parce que notre population n'a pas une grande culture muséale. Ça s'apprend dès les bas âges et on grandit avec. Alors les gens ne sont pas trop intéressés aux objets d'art, aux masques, parce qu'ils n'ont pas eu cette éducation à l'école depuis leur bas âge. Ça c'est tout à fait normal qu'on commence à créer cette culture. Mais pour ce qui concerne les restes humains, c'est une question qui va au-delà de la culture. C'est une question qui concerne la justice, qui concerne la diplomatie, et ça choque, qui concerne l'éthique. Lorsque le Conseil des ministres a été saisi sur la question, et lorsque certaines personnes ont été informées, ils ont été choqués d'apprendre des choses affreuses, les conditions dans lesquelles les personnes ont été tuées, comment les chefs coutumiers ont été assassinés, comment leurs têtes ont été déportées vers la Belgique. C'est choquant. Et on n'a pas encore commencé à déployer les équipes pour faire une grande sensibilisation sur la question. Chaque fois qu'on apprend cela, ça dérange, ça dérange. Déjà au niveau du gouvernement, ça a dérangé. Et ça continue à déranger. On a réveillé le gouvernement parce qu'il y avait beaucoup de ministres qui n'avaient pas cette bonne information. Il y en a qui ont vécu ici en Belgique, qui ne savaient pas que dans les musées, ici dans les laboratoires, il y avait des crânes humains venant de la RDC. Donc déjà, il y a une première étape qui a été franchie. Maintenant, la deuxième étape, c'est la décision qui devra être prise, la demande officielle et les négociations avec la partie belge. Des négociations qui sont déjà en cours. Je vous ai parlé de projets d'accord bilatéral qui s'arrêtent aux objets d'art, alors que nous, on propose qu'on aille au-delà pour parler des archives et des restes humains. Donc les négociations sont en cours. Je crois que bientôt, nous pourrons avancer très rapidement avec la demande officielle et on verra comment la partie belge va réagir. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci. D'accord. Alors, je vous demande d'applaudir ces deux personnes parce qu'elles ont répondu clairement. Et on va faire une courte pause de 10 minutes, de 10-15 minutes, d'accord?
D'accord, merci. Et après,